Sur Vaquita, Avec vous êtes plaisir. la candidate tête de liste pour Europe Écologie Les Verts aux élections européennes. Et la première question que je vous pose, je la pose à tous les candidats et toutes les candidates, est-ce que selon vous, on parle assez d'écologie dans cette campagne? Absolument pas. Mais mon problème, c'est que quand on en parle pour dire que justement, l'écologie, c'est un problème. Que la protection de la nature, c'est vraiment enquiquinant pour les gens, que c'est la cause du malaise agricole, que c'est la cause du décrochage économique ou que c'est la cause de l'explosion de la précarité. Et donc, non seulement on n'en parle pas, mais en plus, quand on en parle, c'est pour attaquer les législations de protection de l'environnement, ce qui est l'exact inverse de ce qu'il faut faire quand on voit la situation, l'urgence écologique, l'urgence climatique, les feux de forêt, les inondations et compagnie. À qui la faute si on ne parle pas assez d'écologie? Les journalistes, les candidats, les deux? Les pollueurs, quand même, beaucoup. Bon, et puis, il faut quand même dire que l'extrême droite a fait de l'opposition à l'écologie et aux écologistes son nouveau terrain d'émergence. À travers l'Europe, il y en a plusieurs partis qui ont dit très clairement que les écologistes, finalement, c'était leurs pires ennemis. Et donc, ils font tout et ils poussent beaucoup, et on sait qu'ils sont en train de gagner électoralement, hein. Ils poussent beaucoup pour que, quand on en parle, justement, ce soit en mal. Et donc, face à ça, faut qu'on tienne bon. On a une espèce de rouleau compresseur avec tous ces lobbies qui profitent d'une situation économique et sociale où, oui, l'attention des gens, elle est sur leur fin de mois, sur comment ils vont faire avec leurs enfants, etc., pour dérouler leurs arguments et emporter des batailles dans les hémicycles. Donc, encore une fois, face à ça, il faut vraiment tenir bon et réussir à parler de ce qu'on doit faire pour protéger la planète. En plus de ça, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'égalité, c'est bon pour tout. Pour commencer, on va essayer de cerner un peu le profil écolo, votre profil écolo. Quel écolo êtes-vous, Marie Toussaint? Des petites questions très simples sur, Aïe. sur ce que vous faites au quotidien en tant que citoyenne pour essayer de réduire votre impact. Est-ce que vous mangez de la viande et du poisson? Pas beaucoup. Un petit peu? Vous essayez de réduire? Un petit peu. Quand je suis toute seule, j'en mange pas. Voilà. Mais j'essaye de ne pas embêter les gens avec ça. Vous prenez l'avion combien de fois par an? La dernière fois que j'ai pris l'avion, alors je ne saurais pas bien dire, mais je sais que ces derniers temps, j'ai pris l'avion pour aller à un sommet sur les océans. Hors professionnel. Là, on parle vraiment de votre vie personnelle. Mais même professionnel, j'essaye de ne pas beaucoup prendre l'avion. Ah non, mais ça fait des années que je n'ai pas pris l'avion personnellement. Est-ce que vous avez une voiture? Non. Vous habitez Paris ou la région Bordeaux. parisienne? Bordeaux. Mais on n'a pas besoin de voiture quand on vit dans Bordeaux. Est-ce que vous achetez beaucoup de vêtements? Est-ce que vous êtes une addict à la mode? Non. Et j'ai de la chance, j'ai jamais beaucoup aimé faire les magasins. Maintenant, j'aime bien quand même avoir des jolis vêtements. Donc voilà, j'essaye d'en acheter pas beaucoup et de regarder ce que j'achète. Est-ce que vous triez vos déchets? Oui, bien sûr. Vous avez un compost? Non, j'ai pas. Est-ce que vous chauffez l'hiver à 19 degrés, comme c'est recommandé par le gouvernement? Oui, et la nuit, 17. 17 la nuit? Ouais. C'est froid quand même, 17 degrés. Un peu, le matin, c'est dur. Ah ouais, moi j'aurais du mal. Je vais vous donner 1 minute chrono, Marie Toussaint, pour nous expliquer pourquoi, selon vous, vous êtes la candidate la mieux placée pour défendre l'environnement au niveau européen. Pourquoi voter pour vous plutôt que pour les autres candidats? C'est simple, quand on défend l'écologie, la meilleure des recettes, c'est de voter pour les écologistes. Je viens de vous parler de l'affaire du siècle. Quand je suis rentrée au Parlement européen, je me suis battue pour faire condamner les crimes contre l'environnement et les plus graves d'entre eux, les écocides, pour que les pollueurs ne puissent plus tout détruire en toute impunité. Et puis hier, c'était Yannick Jadot qui faisait interdire la pêche électrique en Europe, Karima Delli qui faisait exploser le Dieselgate, Michel Rivasi, qui a mis Monsanto hors du Parlement européen. Pendant cette mandature, on s'est battu avec Caroline Rose contre l'extraction minière en eau profonde. On a obtenu des lois sur la fin contre la déforestation, la fin de la déforestation. Tous les gens que vous citez là, ce sont des eurodéputés? Ce ne sont Europe Écologie Les Verts. Que des écologistes. Et moi, ce que je veux dire pour terminer cette minute, c'est que si vous voulez que des personnes déterminées, constantes, cohérentes, combatives mènent ces combats pour la planète, pour la biodiversité, pour le bien-être animal, pour le climat, pour la justice, il faut compter sur des députés écologistes et envoyer le plus grand nombre possible au Parlement européen. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs et électrices plutôt de gauche, sensibles à l'écologie, qui voient votre candidature, qui voient celle de Manon Aubry de la France Insoumise? Vous avez des programmes qui se rapprochent sur la question environnementale, qui voient la candidature de Raphaël Glucksmann, qui est aussi assez engagé sur la question environnementale. Comment choisir entre vous pour les gens qui sont plutôt de sensibilité gauche et écologiste?
Je vous l'ai dit, quand on pense que la question climatique, que la question environnementale, avec la question de la justice, moi je mets toujours les deux ensemble, c'est la question première, le mieux c'est de voter écologiste. Chaque personne de la liste que je conduis, que j'ai l'honneur de conduire, est un combattant, une combattante de l'écologie, avec des profils extrêmement divers. C'est pas le cas chez Manon Aubry, par exemple, selon vous? C'est moins le cas. C'est moins le cas aussi chez Raphaël Glucksmann. Il y a quand même des gens qui défendent des pistes de ski en plastique dans des aires naturelles protégées. Donc voilà, ou la 69 sur la liste de Raphaël. Donc voilà, puis au niveau européen, c'est pareil. Quand on regarde nos groupes, le groupe écolo, sans surprise, ils votent toujours pour l'écologie et c'est pas toujours le cas des autres. Je vais vous poser des questions auxquelles vous allez pouvoir répondre seulement par oui ou par non. Oui. Vous pouvez développer... Très bien, vous avez compris la règle. Vous pouvez développer quelques points, vous pouvez argumenter évidemment un peu, mais pas sur toutes les questions, s'il vous plaît. Très bien. Et il faut toujours commencer par oui ou non. Est-ce qu'il faut interdire les pesticides de synthèse et les engrais chimiques? Oui, le plus vite possible. Le glyphosate, par exemple? Absolument, mais ça aurait déjà dû être fait. Est-ce qu'il faut interdire la vente des produits importés de l'étranger qui ont été fabriqués dans des conditions illégales en Europe? Je pense notamment aux vêtements vendus par le géant de la fast fashion Shein. Absolument. Ça marche pour un oui, absolument? Oui. Très bien. Vous êtes pour interdire Shein en Europe aujourd'hui, clairement? En tout cas, il faut qu'on mette des barrières douanières, il faut qu'on se protège, il faut qu'on évite le travail des enfants, il faut qu'on évite le travail forcé, il faut qu'on évite l'exploitation des ouvrières dans le textile, souvent soumises à des produits toxiques, en plus d'être payées à des salaires de misère. Et il faut qu'on tienne compte des questions environnementales. On a mis en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. En fait, il faut l'élargir aux produits chimiques, aux produits toxiques. Voilà, donc il y a plein de choses à faire, ce qu'on appelle le protectionnisme vert. Donc aujourd'hui, Shein, on leur dit stop, selon vous? Plutôt, puis Temu aussi. Est-ce qu'il faut mettre fin à la vente de voitures thermiques en 2035, comme c'est prévu actuellement par l'Europe? Absolument. Après, il faut vraiment investir pour que l'industrie aille plus vite et que le prix des voitures soit moins cher. Est-ce qu'il faut construire de nouvelles autoroutes, comme l'A69 entre Toulouse et Castres? Certainement pas. Est-ce qu'il faut réduire le trafic aérien en Europe? Oui, il le faut. On explose le budget carbone dans l'aérien, on n'arrive pas à réduire le trafic aérien. Il y a plein de ces trajets qui sont remplaçables par le train, il faut y aller. Est-ce qu'il faut instaurer un quota de vol par personne? Je sais que l'ingénieur Jean-Marc Jancovici évoquait la possibilité de 4 vols long courrier dans une vie. Est-ce que vous pensez que ce genre de quota de déplacement en avion est quelque chose de souhaitable? Je pense que l'ambition est belle, l'ambition est juste. L'ambition, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'à la fin, il faut qu'il y ait un budget carbone par personne qui soit juste et égal à travers la planète. On en est loin aujourd'hui, donc moi je préfère qu'on commence par mettre en place un budget carbone pour l'aviation et une trajectoire pour le faire réduire, avec la participation des salariés aussi, qui est vraiment très importante. Est-ce qu'il faut taxer le kérosène, qui est à ce jour le seul carburant qui n'est pas taxé? Bien sûr. Le taxer au même niveau que l'essence qu'utilisent les Françaises et les Français pour aller travailler, par exemple? Ou peut-être même plus. Il faut juste regarder ce que ça représente, combien ça pèse sur les personnes et faire en sorte que ce soit juste. Est-ce qu'il faut plus de centrales nucléaires? Non. Est-ce qu'il faut plus d'éoliennes? Oui. Est-ce qu'il faut plus de centrales photovoltaïques? Aussi. Est-ce qu'il faut creuser de nouveaux puits de pétrole en France et en Europe? Certainement pas. Plus jamais. Est-ce qu'il faut ouvrir des mines de lithium en France et en Europe? Peut-être. En fait, toutes les questions que vous posez, on peut quand même, sauf les puits de pétrole qu'il ne faut pas ouvrir, mais on peut quand même les mettre dans un contexte. Oui, on a besoin d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, pas dans des aires naturelles protégées, toujours avec la consultation de la population et en tenant compte de la nécessaire sobriété. En fait, on doit réduire notre consommation d'énergie et de matière. Donc, il faut se fixer un cap et pas ouvrir des tas de nouvelles activités sans aucun contrôle. Est-ce qu'il faut interdire, comme vient de le faire la Grande-Bretagne, l'exportation des animaux d'élevage vivants? Ce serait mieux, oui. Ce serait mieux. Est-ce qu'il faut taxer les plus hauts revenus pour financer la transition environnementale? Oui, nous, ce qu'on propose, c'est de taxer les 0,5% des Européens les plus riches pour dégager les moyens d'investir dans la transition. Sinon, on va encore demander aux Françaises, aux Français, à ceux qui prennent leur Twingo pour aller au boulot, de financer la transition, et ça, ce ne serait pas juste. Est-ce qu'il faut interdire l'abattage sans étourdissement, qui consiste à égorger les animaux sans les étourdir au préalable, comme c'est le cas pour la viande halal ou cachère? Oui, il faudrait le faire. Est-ce qu'il faut interdire la corrida, qui est illégale partout en Europe, sauf en Espagne et en France dans quelques départements? Oui, parce que le bien-être animal, c'est essentiel. Est-ce qu'il faut sortir du capitalisme? Je crois que pour faire de l'écologie, on est un peu obligé. Est-ce qu'il faut interdire l'élevage intensif, c'est-à-dire les élevages dans lesquels les animaux n'ont aucun accès à l'extérieur à aucun moment de leur vie?
La réponse est dans la question, je crois. Oui, il faut interdire les fermes-usines et il faut aussi, surtout, empêcher les nouvelles fermes-usines qui sont les fermes-usines à poissons qu'on va installer sur le territoire européen, des fermes à poulpes en Espagne, des fermes à saumon à Pur-Salmon chez moi en Gironde. Donc il faut vraiment empêcher ça. Est-ce qu'il faut davantage subventionner les agriculteurs bio dans le cadre de la politique agricole commune? Oui, oui, oui et oui. Est-ce qu'il faut autoriser la chasse au loup ou la régulation du loup? Ça, c'est un sujet complexe. Moi, j'aimerais qu'on arrive à trouver des moyens, avec aussi les éleveurs, pour effectivement réguler les loups sans avoir à leur tirer dessus. Je crois qu'on a des méthodes, mais qui demandent peut-être un peu de temps, un peu d'investissement pour le faire, mais on a aussi besoin de le faire avec les éleveurs. Vous pensez qu'il y a trop de loups aujourd'hui en France? Non, je ne crois pas. Mais par contre, je pense qu'on a un besoin de gérer collectivement cette présence du loup. Est-ce qu'il faut autoriser les chalutiers étrangers à pêcher dans les zones marines protégées françaises? Non, mais il faut interdire les chalutiers, même français, à pêcher dans les aires marines protégées. Aujourd'hui, on a des aires marines protégées qui sont ce qu'on appelle de papier. C'est-à-dire qu'en fait, on a le droit d'y faire tout et n'importe quoi, peut-être même demain de l'activité minière. Donc il faut des vraies aires marines protégées dans lesquelles on empêche les activités industrielles et dans lesquelles seules les activités artisanales seraient autorisées. On va passer à un petit quiz pour tester vos connaissances sur bien. les enjeux Suspense. environnementaux au niveau européen. Est-ce que vous savez combien d'éoliennes il faut pour remplacer une seule centrale nucléaire? Alors non, pas tout à fait. À peu près, hein, un ordre d'idée. Hein, mais en plus, ça dépend de quelles éoliennes on parle. Est-ce qu'on parle des anciennes alors on parle des générations, éoliennes nouvelles terrestres de nouvelle génération. Non, honnêtement, je ne sais pas. 1428, une éolienne de 2 MW produit en moyenne 4200 MWh par an. 2 MWh par éolienne, c'est la puissance qui est représentative du parc actuel. Oui, avec un parc qui est relativement vieux. La plupart des éoliennes ont 10-15 ans, il faut absolument les remplacer. Et du coup, on estime aujourd'hui à environ 10 000, peut-être que les chiffres ne sont pas exactement exacts, mais environ 10 000 le nombre d'éoliennes sur le territoire. Et du coup, si on les remplaçait par la nouvelle génération, on aurait besoin de s'arrêter à 12 ou 13 000 dans un système énergétique où on vise la sobriété et avec un vrai mix énergétique. Est-ce que vous connaissez le pourcentage d'insectes volants qui ont disparu en Europe ces 30 dernières années? 80%. Réponse exacte, 80%. Et on estime que la première cause de disparition des insectes volants, notamment des pollinisateurs, sont les pesticides et l'agriculture intensive. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres? C'est terrible. Et moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que ce n'est absolument pas un sujet dans le débat politique. Et j'ai essayé de le placer sur les plateaux, dans les débats, et en fait, finalement... Ça n'intéresse pas les gens? Non, ça n'intéresse pas les gens, et c'est vrai que ça a un lien avec la question des pesticides, ça a évidemment trait aussi au dérèglement climatique, ça a trait à la façon dont on prend soin de nos forêts, qu'on est en train de totalement industrialiser avec des monocultures, plutôt que de laisser revenir des forêts vivantes. Voilà, il y a un grand débat sur le retour du grand tétras dans l'Est. Est-ce qu'on le fait revenir alors que les forêts sont pas en bon état ou pas? Et tout ça, c'est des questions politiques majeures. C'est vraiment la question de la vie sur Terre, quoi. Et je trouve ça incroyable que finalement, personne ne semble y prêter attention. Est-ce que vous pouvez me donner le pourcentage des sols qui ne sont pas en bon état en Europe? Ça, c'est vraiment à la base du Green Deal, cette question. Les sols qui sont dégradés en Europe. Les écosystèmes, en tout cas, il y en a 80% qui sont dégradés. Oui, c'est ça, 80%, entre 70 et 80% des sols qui sont classés en mauvaise santé. Quel est le pays d'Europe qui émet le plus de gaz à effet de serre par habitant? Est-ce que c'est la Pologne? Non. C'est l'Allemagne? Non plus, par habitant. Par habitant. Donc c'est plutôt des petits pays. Le Luxembourg? Le Luxembourg, Ah. 17,6 tonnes d'équivalent CO2 par habitant, suivi de l'Irlande, 12,6 tonnes par habitant, et de la République tchèque, 11,4 tonnes par habitant. Et le pays d'Europe qui en émet le moins, selon vous, toujours par habitant? La France? Non. Non, on est pas mal classé, puisqu'on est à 6 tonnes, 6,2 tonnes de CO2. 6,2 en vrai, en tenant compte de nos importations. Mais... C'est vrai. Mais on fait moins bien que le Portugal, qui est troisième, 5,6 tonnes. Et oui, ils ont beaucoup investi dans les renouvelables. La Suède, 4,7 tonnes. Et Malte, sur la première marche du podium, 4,6 tonnes. Est-ce que vous avez grandi à la campagne, Marie Toussaint? Non. Plutôt en zone urbaine? Ah oui, j'ai grandi entre les tours des cités. Ouais. Bon, je vais vous montrer quelques oiseaux très communs en France, ouais. Savoir si vous arrivez à identifier l'espèce. Vous risquez de me prendre au piège. Sans pression, hein, sans on pression. tente. Beaucoup de candidats n'y arrivent pas. Hein. Est-ce que vous reconnaissez cet oiseau? Je vais dire une bêtise. Non, je ne le reconnais pas. C'est le moineau friquet. C'est un moineau friquet. Je le reconnais, mais c'était le nom que j'avais pas. Un oiseau qui était très commun dans les espaces agricoles en France et qui est en chute libre en termes de population. Cet oiseau-là?
Non, mais pareil, je le reconnais, mais j'ai pas le nom. En plus, je suis vraiment mauvaise Une perdrix. dans ce genre Perdrix de... grise. Super. Et le dernier, Eh ben non plus. l'alouette des champs, qui est vraiment l'oiseau très courant des plaines agricoles et qui est particulièrement victime de l'utilisation massive des produits Il fallait phytosanitaires. me montrer des canards, eux, ils sont encore là en nombre, des oies, des oiseaux qui n'ont pas encore disparu, et je les aurais reconnus Alors, avec plaisir. je vais vous montrer des photos de personnalités que vous connaissez et je vais vous demander... Vous êtes sûr? Oui, je pense que vous les connaissez. Et je vais vous demander de les décrire par un mot ou une phrase. Emmanuel Macron, C'est l'homme qui a été condamné pour inaction climatique. Jean-Luc Mélenchon, Ah. C'est celui qui est meilleur quand il essaye de réunir la gauche que quand il s'emploie à la diviser. Marine Le Pen, Ah ben, c'est celle qui reprend sous des airs un peu polissés des idées et des phrases, des propositions d'antan et qui fait grandir la haine et qui essaye de faire grandir la haine aussi à l'échelle européenne avec ses alliés. François-Xavier Bellamy, C'est l'homme qui cède aux idées d'extrême droite au Rassemblement national et qui a décidé, pendant cette campagne en tout cas, de mener une véritable guerre à la nature. Jordan Bardella, Entourloupeur, empoisonneur, Raphaël Glucksmann, socialiste. Valérie Hayet, C'est celle qui appartient à une majorité qui a tout cédé sur la question environnementale, tout. Manon Aubry, Manon, c'est une vraie battante, voilà, mais qui peut-être se perd un peu parfois à vouloir porter atteinte à ce dont elle prétend vouloir être la partenaire. à quoi vous faites référence si c'est pas... Pas aux dernières semaines de campagne de Manon Aubry. Vous n'avez pas trop apprécié certaines attaques contre vous ou l'appel... Je sais que Manon Aubry a appelé ces derniers jours à voter pour sa liste si on voulait voter pour l'écologie. Bah oui, donc moi la seule chose que j'ai à dire c'est Manon, appelle tes électeurs à voter pour toi et les écologistes, n'oubliez pas que pour l'écologie, la meilleure recette, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les écologistes. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, le premier syndicat agricole français, qui est également président du groupe Avril, qui est un géant de l'agroalimentaire. Oui, un businessman qui fait pousser des agrocarburants et qui touche vraiment, vraiment beaucoup d'aides de la PAC. Pour moi, c'est un fossoyeur d'une politique agricole alimentaire commune qui soit plus juste, plus verte, qui bénéficierait à tout le monde, qui permettrait aux paysans de vivre dignement de leur travail, aux Françaises, aux Français d'avoir accès à une alimentation saine à de moindres prix. Voilà, donc c'est un adversaire politique. Patrick Pouyanné, le PDG de Total. C'est un homme qui se trompe sur toute la ligne. Brigitte Bardot. Eh ben, elle a aussi une grande histoire que je respecte. Voilà. Je pense aussi qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, même si elle ne prend pas position sur tout. Mais je pense qu'elle a été importante dans la protection des animaux en France. Et peut-être même au-delà d'ailleurs. Willy Schrein, le patron des chasseurs. Lui, c'est pas pareil. Lui, il a fait partie de ceux qui ont essayé de flirter sur une propagande anti-écolo pour émerger. Je suis ravie qu'il n'y soit pas parvenu. Est-ce que vous pensez toujours aujourd'hui, Marie Toussaint, qu'il faut sortir du nucléaire ? Qu'il faut à terme fermer les centrales nucléaires? Oui, à terme, de toute façon, il faudra les fermer. Elles ont une durée de vie limitée. Ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas en ouvrir d'autres. Mais pourquoi je dis ça? Parce que dans le mix énergétique français, l'urgence aujourd'hui, c'est de se débarrasser des énergies fossiles. Si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris, il faut qu'on ait réduit de 95% nos émissions de CO2 en 2040. C'est-à-dire demain. C'est dans 15 ans, c'est demain, c'est rien. Mais pour réduire les émissions de CO2, le nucléaire peut être un allié, puisque c'est une énergie qui est très peu carbonée. Sauf qu'on n'a pas le temps de redéployer des EPR. On n'a pas le temps en 15 ans de redéployer ces EPR. Donc de toute façon, ça ne peut pas être une réponse. Les seules énergies sans parler de nouvelles centrales, est-ce que vous pensez qu'il faut fermer le plus vite possible celles qui sont aujourd'hui en activité? Moi, je vous ai dit, il faut se débarrasser des énergies fossiles. Le nucléaire, il est là, il y reste. On remplace tout le reste par les énergies renouvelables. Et puis après, ça permettra, normalement, si on va assez vite, si on investit, de pouvoir remplacer aussi le nucléaire manquant. C'est une position qui a un peu évolué par rapport à ce que disait Europe Écologie Les Verts il y a quelques années, où le discours était plutôt de dire qu'il fallait sortir le plus vite possible oui, mais et mettre à l'arrêt les centrales. C'est que les écologistes n'ont jamais dit qu'on sortait du nucléaire du jour au lendemain. De toute façon, on a besoin d'une génération pour fermer un réacteur nucléaire. Sauf que dans une génération, aujourd'hui, c'est pas moi, c'est la durée de vie des centrales. Eh ben, elles seront en fin de vie. Je vais vous montrer un extrait vidéo issu d'un entretien qu'on a fait
sur Vaquita avec Jean-Marc Jancovici. Ah, Et on en je parle. m'y attendais pas du tout. Marine Tondelier, la secrétaire générale du parti Europe Écologie Les Verts, a déclaré ceci sur France Inter, je la cite, « Les déchets nucléaires ne sont pas vraiment meilleurs que le changement climatique pour les générations futures ». Fin de citation. Malheureusement, on n'a pas de solution magique pour traiter ces déchets, qui ne sont pas vraiment meilleurs que le changement climatique pour les générations futures. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai dit tout à l'heure qu'à 2 degrés, vous avez 1 milliard de personnes dans le monde qui risquent leur peau à cause du changement climatique. J'aimerais bien que Marine Tondelier me démontre qu'avec les déchets nucléaires, il y a 1 milliard de personnes qui risquent leur peau, donc je pense, en restant poli, qu'elle raconte n'importe quoi. Je me demande du reste pourquoi elle raconte n'importe quoi. Parce que sa base de sympathisants n'est plus anti-nucléaire, majoritairement. Donc je comprends même pas pourquoi elle dit ça. Mais bon, c'est son problème, c'est pas le mien. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, je réponds d'abord, je ne suis pas sûre que M. Jancovici connaisse par cœur la base de sympathisants des écologistes. Donc bon, ça je le laisse à lui. Pour répondre à la question sur le fond, je pense que ce que Marine Tondelier essayait de dire, c'est qu'il y a une part des déchets nucléaires dont on ne sait pas quoi faire. Voilà, et qui resteront toxiques pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Donc évidemment, ça n'a pas l'effet néfaste aussi important que le dérèglement climatique, et Jean-Marc Jancovici le rappelle très bien. C'est des morts déjà aujourd'hui. On a vu des centaines de morts en Afrique de l'Est dans les inondations, au Brésil, le glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tout ça a très lié, à partie lié au dérèglement climatique. Donc elle a mal formulé, selon vous, Marine Oui, Tondelier. et puis vous savez, ça arrive dans des matinales comme ça. Vous savez ce que c'est. En fait, on nous pose plein de questions, on essaye de répondre à tout. La réalité, c'est qu'il y a une partie des déchets nucléaires qui vont être toxiques pendant des centaines de milliers d'années et dont on ne sait que faire aujourd'hui. Est-ce que Europe Écologie Les Verts n'a pas une position un peu dogmatique sur la question du nucléaire? Parce que face à l'urgence du changement climatique, le nucléaire permet à la France de produire une électricité qui est très peu carbonée. On a un bilan carbone électrique beaucoup plus faible que celui de nos voisins européens. Pourquoi vous concentrez sur la question du nucléaire? Pourquoi pas admettre que ça peut être un allié dans la transition? Alors, on n'est pas dogmatique, au contraire, on est pragmatique. Et j'avais espéré vous en avoir fait la démonstration juste avant, en vous disant on doit sortir des énergies fossiles d'ici 2040. Et donc, je veux bien qu'on m'explique comment on développe de nouveaux EPR suffisamment vite pour s'être débarrassé des énergies fossiles en 2040. Moi, je ne vois pas comment ça peut marcher. On a vu combien de temps Flamanville a pris pour être mis en place. Les autres EPR sur le continent et à travers le monde, c'est pareil. Il y a des surcoûts. On n'a toujours pas de vrai couvercle pour Flamanville. Mais on peut donc, la seule développer... énergie qu'on sait développer suffisamment vite, sans surcoût, sans retard, en étant sûr, ce sont les énergies renouvelables. Mais on peut faire les deux. On peut développer les énergies renouvelables et relancer de nouvelles centrales nucléaires. Alors, vous constaterez qu'aujourd'hui, les investissements dans le nucléaire, ce sont les investissements qu'on ne met pas dans le renouvelable. Donc, moi, j'aimerais que ce soit vrai, ce que vous disiez, et qu'on puisse poser le débat de façon justement pragmatique et pas dogmatique, ce qui n'est pas le cas dans le débat public en règle générale. Donc, merci d'avoir ce débat de façon sereine. J'aimerais qu'on puisse poser ce débat-là et que les citoyennes et les citoyens décident. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'investissement dans le nucléaire est une excuse pour ne pas investir dans le renouvelable. La France est le seul pays européen à ne pas avoir tenu ses objectifs européens en matière d'énergie renouvelable, le seul. Et ça, c'est parce que quelques acharnés du nucléaire, en fait, considèrent qu'il faut mettre tous les moyens financiers, humains, administratifs au service du nucléaire, alors que les renouvelables, encore une fois, on peut les faire plus vite et moins cher. Ce que beaucoup d'experts et notamment de spécialistes de la biodiversité reprochent aux énergies renouvelables, notamment aux éoliennes et aux centrales photovoltaïques, c'est qu'elles demandent beaucoup d'emprise au sol et qu'elles sont parfois construites au détriment de zones naturelles. On rase certaines parcelles forestières pour mettre des panneaux solaires. Ça, vous en pensez quoi? Il y a deux règles pour les projets de toutes sortes, en fait, que ce soit des énergies renouvelables ou d'autres projets. Mais un, on respecte les aires naturelles protégées. Et deux, on consulte la population. Le gouvernement et la majorité politique en Europe a adopté des textes pour affaiblir à la fois les études d'impact environnemental et la consultation de la population. Moi, je suis convaincue que les projets ne marchent que s'ils reçoivent l'adhésion de la population. Donc, il faut faire attention à ça. Je vais vous demander de me donner en quelques mots 2 mesures fortes sur l'environnement à retenir de votre programme européen. Je sais que c'est pas facile d'en identifier 2, mais s'il fallait retenir que 2 mesures de votre programme, ce seraient lesquelles? Bon, alors, je vais en dire une parce que je suis chez vous. Mais c'est reprendre le combat du bien-être animal.
Voilà. Et ça avait été l'une des promesses arrachées par le travail de députés comme Caroline Rose, ou Tilly Metz, l'écologiste luxembourgeoise, dans le cadre de cette mandature, que de porter, avec des millions de signatures de citoyennes et de citoyens, que d'emporter une réforme de la législation européenne sur le bien-être animal, sur le transport des animaux, sur les fermes-usines, sur l'expérimentation, etc. etc. Bon. Enfin, à la fin, l'énorme travail a accouché d'une souris, parce que Ursula von der Leyen, la majorité politique, a cédé devant les pressions des lobbies de l'agro-industrie, en particulier, comme je vous disais tout à l'heure. On a besoin de repartir au combat sur ce sujet-là, et donc une grande réforme pour le bien-être animal. Je vais en donner une deuxième, mais qui du coup est une mesure sociale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut pas faire la transition écologique si on ne fait pas aussi la justice sociale, d'autant plus que les plus modestes sont les premières victimes du dérèglement climatique, des pollutions, des atteintes à la santé liées aux produits chimiques. Et cette proposition-là, c'est le droit de veto social. C'est de dire qu'on doit faire, de la même manière qu'on fait des études d'impact environnemental sur la plupart des projets de loi, on fait une étude d'impact social. Et si les dispositions qu'on adopte, les lois qu'on est en train de voter, portent atteinte aux conditions de vie des 10% les plus pauvres, alors veto. On ne les adopte pas ou on les change radicalement. Et on a besoin de poursuivre en même temps, en permanence, les objectifs climatiques et de justice sociale. Alors vous êtes très bien noté par le site Politique et Animaux qui recense les actions des eurodéputés en faveur des animaux. Vous avez la note de 18,3 sur 20. Vous êtes la deuxième candidate aux européennes la mieux notée, juste derrière Manon Aubry qui a 18,5. On a quand même repéré quelques petits trucs qui nous ont étonnés. On a vu qu'au Parlement européen, vous vous êtes abstenu 2 fois sur la question de l'interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement. Alors, soit c'est certainement une erreur, je ne sais pas. 15 février 2022, vous êtes abstenu. Vous savez, des fois, on se trompe, parce qu'on a des boutons sur lesquels on appuie. C'est vrai ? Et oui. Parfois, vous plantez vraiment dans ça ? Ouais, moi, je me trompe au moins une fois par séance. D'accord. C'est inquiétant, ça, quand même. Mais il faudra qu'on aille faudrait changer les boîtiers. Non, mais après, on fait des rectifications de vote, mais il faut aller, c'est dans un autre endroit sur le site, tout ça. Là, on a vu, voilà, il y a deux votes sur lesquels vous vous êtes abstenu sur cette question. Je vous ai donné ma position. Il n'y a pas de doute pour vous, vous êtes pour l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. Aujourd'hui, Marie Toussaint, votre liste est donnée entre 5 et 7% dans les sondages, en fonction des sondages. Comment vous expliquez que la liste qui porte les couleurs de l'écologie soit si basse aujourd'hui, alors que ce sont des enjeux qui sont de plus en plus importants pour les Françaises, les Français et tous les Européens ? D'abord, je veux dire que tout n'est pas encore écrit, qu'on peut encore déjouer les sondages. Donc, je veux appeler celles et ceux qui nous regardent vraiment à aller voter. L'enjeu, c'est simple. C'est est-ce que l'Europe continue à agir pour le climat ou est-ce qu'elle s'arrête ? Est-ce qu'elle continue à agir pour la biodiversité ou est-ce qu'elle recule ? Et c'est ça le risque qui est devant nous avec la poussée électorale de l'extrême droite et l'abandon, les sacrifices de la majorité politique. Vous n'avez pas votre part de responsabilité. Quand je dis vous, ce n'est pas vous personnellement, c'est le parti ? Le parti et les écologistes en Europe pour qui c'est difficile. On n'est peut-être pas parfait. Est-ce que vous ne pensez pas que l'écologie pourrait devenir populaire et majoritaire si elle dépassait les clivages partisans, droite, gauche ? Est-ce que vous ne pensez pas que l'écologie devrait être au-dessus de ce clivage-là ? Alors moi, j'aimerais que l'écologie soit partout. Je vous le dis franchement, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On voit les feux de forêt, les inondations, les sécheresses, les fissures d'argile, la mer qui monte. Voilà, il faudrait que l'écologie soit partout. Dans la réalité, dans l'hémicycle, à chaque fois qu'il faut prendre une décision pour l'écologie, c'est les écologistes. Et la plupart du temps, c'est la gauche qui est là. Et la plupart du temps, on fait face à ceux qui siègent à droite dans l'hémicycle. C'est ça la réalité. On ne peut pas être écolo et de droite pour vous aujourd'hui ? Il faudrait que la droite change beaucoup. La question de la fin, Marie Toussaint, qui est la même pour toutes les candidates et tous les candidats. Est-ce qu'à la fin de votre vie, quand vous regarderez vos enfants, vos petits-enfants ou les enfants en général, vous vous direz que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour leur laisser une planète vivable ? C'est une question angoissante. J'espère. En tout cas, je fais de mon mieux depuis longtemps. Je me suis battue dans les associations. J'essaye de contribuer aussi au travail de réflexion intellectuelle sur l'écologie. Je mène tous ces combats dans l'hémicycle et j'essaye, avec des alliances internationales de parlementaires, de porter les sujets de l'extraction minière ou de l'écocide au niveau international. Et j'espère que j'aurai surtout ce courage jusqu'à la fin de ma vie. Merci beaucoup Marie Toussaint d'avoir accepté de venir passer votre grand oral de l'écologie sur Vaquita et à bientôt. À bientôt.